suis son père, et c'est un rude travail, hein. C'est une lourde responsabilité. Mais je m'en réjouis tous les jours, hein. Des anecdotes, j'en aurais 200 000 à raconter. La plus connue, c'est celle qui consiste à rappeler qu'il a passé son année de terminale à devenir un champion de planeur. Donc la moto tournait directement vers le terrain d'aviation et a abandonné le lycée. Ça n'a pas empêché de réussir son bac quand même, sans trop de difficultés. J'ai un ami de très longue date de Carpentras, donc c'est connu, on avait une vingtaine d'années. Et à un certain moment, Nicolas s'est mis à la chasse. Et donc une fois, on s'est retrouvés à la chasse aux lièvres. Et donc un participant de la chasse lui dit il faut que tu partes en courant, que tu ailles te mettre au clapas. Et Nicolas ne savait pas ce que c'était une clapas. Et donc il s'est trompé d'endroit, il s'était mis à une gravière. Et mais le lièvre est passé au clapas et pas à la gravière. Et ça a été donc la plaisanterie de la journée. D'accord, une journée productive. Voilà. Ah, et moi, il y a un truc que je vais retenir toute ma vie, c'est à la fois l'extrême grandeur de Nicolas quand il est un peu à fond, puis quand même, des fois quelques limites quand même, c'est devant le ministère de l'Agriculture où on se pointe avec un vieux tube Citroën rouge. Hein, alors il est à peu près mon âge, hein, 55-60 ans. Le truc, il fume au ralenti, il y a un nuage bleu qui se propage derrière. Et on est en Vigipirate, puisqu'on est en 2016, pour oublier, hein, à 2016-2017. On est en Vigipirate. Et là, t'as le gosse qui commence à monter derrière les mecs qui sont... tu vois le mec qui essaie d'échapper au gosse qui monte vers sa figure et qui tient sa mitraillette, tu vois. Et t'as Nicolas qui lui dit « Détends-toi, mon gars, je vais te passer ton patron au téléphone bientôt, on va rentrer là, on va rentrer. » Voilà, donc des trucs comme ça. Je me rappellerai toujours quand c'était pourchassé dans un couloir, j'avais dû sûrement l'énerver un peu après qu'il m'ait énervé sûrement, etc. Et j'avais fermé la porte derrière moi et j'avais entendu une pile venir se blottir dans la porte derrière. Donc voilà, ça fait partie des souvenirs un peu marquants à l'époque, mais Un peu violent. voilà, c'est un peu de je t'aime moi non plus qui était... D'accord. Un jour, j'ai vu débouler dans le bureau, d'un coup, comme ça, en chantant, du coup. Ça a commencé comme ça. Mais l'anecdote la plus marquante, je dirais que c'est une pièce de 1 euro en Belgique. Voilà. Une anecdote, on a fait un très beau match ensemble à la maison, où il est venu voir, parce que c'est un fan de Marseille. Et donc il est venu et on a vu un bon 3-0 pour Paris contre Marseille. Je crois que ça lui a fait plaisir. Et la première rencontre avec Nicolas, c'était donc il y a 7 ans, c'était ici. On avait été voir un producteur de fraises, puis après on avait été voir un viticulteur, puis on a fini ici, j'ai dormi ici, on a fait un dîner et on était bourrés. La première rencontre, les meilleurs. Voilà. J'étais assistant de mecs très forts et très importants à l'époque. Et puis un jour, il y a un mec qui m'a téléphoné à mon bureau. Pourquoi, j'en sais rien, comment, j'en sais rien. C'était Nico. Et j'ai pas eu le temps de discuter plus que ça avec lui. Et le lendemain matin, il m'avait dégoté un rendez-vous. Il était devant moi au bureau pour me vendre je sais pas quoi. En tout cas, pour faire connaissance, pour devenir mon copain, je sais pas. Et puis, il n'a pas fait que parler, puisque quelques semaines après ou quelques mois après, je ne me souviens plus exactement, il m'a passé un coup de fil et il m'a dit « Ouais, Steph, si tu veux, je travaille avec Jacques Lang en ce moment. » Alors déjà, à l'époque, c'était un peu bizarre, tu vois, que
Bon, et il me dit, on organise l'inauguration de la salle Léo Ferré à Marseille, en présence des Léo Ferré. J'aimerais bien que tu fasses partie des invités. Moi j'avais 22 ans, j'étais tout content. Et il me dit, tu viens à Marseille, et il y a une chambre d'hôtel pour toi, et il y a un billet d'avion, et puis on s'occupe de tout, et tu fais partie des invités du ministère de la Culture. Et effectivement, et il me dit, écoute, j'ai invité 2 copains, 2 amis, toi et un autre pote. C'est un mec grec, il est très sympa, tu verras, il est un peu square, mais il est très sympa. Retrouvez-vous à Châtelet, et à Châtelet, prenez votre RER ensemble pour aller jusqu'à l'aéroport. Et donc on s'est donné rendez-vous à Châtelet avec un mec que je connaissais pas. Et ce mec-là, il s'appelait Nikos Aliagas. Et on a passé notre week-end ensemble avec Nikos, et puis on est devenus très potes avec Nikos et avec Nicolas. Et ça faisait partie de la petite histoire d'il y a 30 ans, plus de 30 ans. Voilà, c'est la petite histoire. Et puis après le week-end avec Léo Ferré, c'était surréaliste quoi. Parce que j'arrivais pas à le croire, mais pour de vrai, Nico avait réussi à organiser ça. Il y avait les Rita Mitsuko, il y avait Francis Lalanne, il y avait Léo, et puis je sais plus, mais enfin voilà, c'est une petite anecdote un peu folle. Non, moi l'histoire qui me vient en tête, c'est qu'un matin je dormais chez lui, puis je me suis fait réveiller par Nicolas Chaban. Il était au micro, il m'appelait pour venir jouer un morceau vers 8h, 9h du matin, j'étais bien décalqué. Il me dit « Bien joué Zone Lovely, j'ai envie de chanter au karaoké ». Et là, on peut comprendre que c'est un fan de karaoké, qu'il adore ça. Peut-être qu'il en fera un ce soir, on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce que ça nous réservera. Mais du coup, on a fait Isn't She Lovely, plus plein d'autres. Il a même appelé Martina dans la chambre qui râlait parce que... 8h du matin, quoi. Ouais, exactement, ouais. Un bon réveil. Ah bah oui, moi ça me déplaît pas, c'est toujours sympa, mais bon, 8h du matin, t'es quand même un peu... C'était bien sympa, ouais, quand même. Okay. Alors Nicolas, il devait avoir 16 ans, et il faisait du théâtre, et il jouait Don Juan avec le lycée. Et son rôle était Don Juan, évidemment, avec son copain Lolo, qui n'est pas là, Lolo mort, qui faisait Sganarelle. Et puis pour ce rôle, on lui a proposé de mettre une perruque. Et il ne voulait absolument pas mettre une perruque. Et il a eu l'heureuse idée d'aller faire une mini-vague chez le coiffeur. Et donc il va chez le coiffeur, et il revient, tu vois, totalement frisé, mais sur le haut de la tête. Et bien raide sur le côté, vraiment une coupe de blaireau. Et nous, on est morts de rire quoi, quand il arrive comme ça. Il est tellement complexé d'avoir ces frisettes, donc il joue quand même Don Juan avec cette coupe de merde. Et du coup, la mini-vague, elle est restée pendant plusieurs années, pendant presque 10 ans. Et donc, à chaque fois qu'il se lavait les cheveux, il avait trouvé un truc pour essayer de lisser ses cheveux. Il mettait un slip sur la tête. Donc il se lavait les cheveux, puis il mettait un slip de mon père ou de lui, donc un slip kangourou, sur la tête. Et il restait comme ça pendant des heures jusqu'à ce que ses cheveux sèchent. Et voilà, et ça c'est vraiment, je crois, ce qui m'a marqué. Ah, c'est ma fille. Bien, Heidi. Ah ouais, moi l'anecdote slip kangourou, je crois, est celle qui m'a le plus marqué concernant Nicolas. Ouais. Alors moi j'ai une anecdote sur l'enfance de Nico quand il était tout petit. C'était un aficionados de ce qu'on va pouvoir appeler un espèce de gloubi-boulga. Donc au petit déjeuner, il avait une mixture dont il était absolument le seul auteur de cette espèce de mixture. Donc c'est une base de blédine pour bébé, un truc un peu chocolaté, dans lequel il mettait du Tony Malt, voilà, avec très peu de liquide pour que ce soit bien pâteux, gluant, immangeable. Et il avait la subtilité de ne manger que la partie supérieure chocolatée du Tony Malt, donc il a rajouté un peu derrière, voilà, donc c'était un espèce de truc. Il fallait jeter le bol après parce que c'était pas récupérable, voilà. Et donc il s'est nourri de ça pendant toute son enfance, c'est certainement le secret de sa réussite, je pense. Ouais. Mon père a appelé mon entraîneur de foot, et pour rentrer dans les détections comme ça, il faut avoir quand même une expérience dans le foot et tout. Et mon père a dit que je jouais à Agde, c'est un club qui est assez bien huppé, alors que moi je venais d'un petit village d'ici, de campagne. Et il a menti à l'entraîneur, ce qui m'a permis de rentrer dans la détection, et au final j'ai été pris. Et voilà, donc il a osé dire ça, et
puis voilà, après je me suis régalé pendant 4 ans là-bas à Nîmes. Et voilà, et c'est mon père quoi, il a osé dire que je venais d'ailleurs. Ils auraient pu vérifier tout ça, mais c'est passé. Et voilà, et après je me suis régalé grâce à lui. Moi je me souviens, moi je suis sa fille aînée, et je me souviens d'une fois où il est rentré à la maison, c'était à l'époque où on était encore tous en famille, et il nous a, en fait il avait fracassé la voiture qu'on avait de famille, et il nous a dit qu'il s'était pris un renard, alors qu'il s'était clairement pris un arbre et sûrement il était un peu bourré ou j'en sais rien, mais bon quand nous on était enfants on y a cru et c'était assez marrant. Voilà. Donc, le jour où j'ai rencontré Nicolas Chabanne, Elisabeth m'avait dit tu verras c'est un grand érudit, un poète. Et effectivement en lui j'ai cru reconnaître l'âme de Rimbaud. En fait vous savez c'est l'axe en fait. Ouais. Nicolas c'est le sexe. C'est ce soir l'anniversaire de mon ami Nico. On l'applaudit!